pas que du choc des idées jaillit la lumière, des idées fusent de partout au débat de la construction du pont Kinshasa-Brazzaville. Monsieur Norbert Yamba Yamba, notre invité du jour, ainsi très contente de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Parlons Économie. Alors, comment allez-vous déjà, monsieur? Ça va, ça va. Je suis très heureux que je sois invité à cette émission. Merci. Pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et de considération. Merci. Alors là, je tiens à rappeler, monsieur Norbert Yamba Yamba, c'est un expert dans les questions de développement en Afrique ou dans le monde. Au-delà de ça, il est consultant aussi à la Banque mondiale. Alors, dans nos émissions précédentes, nous avons reçu tant d'invités qui ont aussi parlé du pont Kinshasa-Brazzaville. Il s'est dessiné des tendances. La première, c'est la construction du pont Kinshasa-Brazzaville. La seconde, c'est la construction du port en eau profonde à Banana. De quelle tendance êtes-vous? D'abord, merci pour la question, en fait. Le pays a trop fonctionné dans les émotions. Ah oui, certaines au point que trop passionnées. Chacun voudrait privilégier son émotion par rapport à la réalité sans avoir fait une analyse conséquente. Voilà. Il ne s'agit pas d'une question de prendre parti par rapport à un camp ou par rapport à un autre camp. Il s'agit de voir les différents avantages comparatifs et les dividendes que le pays peut gagner par rapport à tel ou tel projet. Il me semble que le port en eau profonde, le pont Kinshasa-Brazzaville, etc., sont des grands projets. Effectivement. J'allais dire des méga projets qui peuvent véritablement avoir des dividendes pour notre pays. Maintenant, il nous appartient véritablement de faire l'analyse pour dire si nous faisons le port en eau profonde, quels sont les avantages, quels sont les désavantages et quels sont les risques. Mais tout compte fait, ce sont de grands programmes prioritaires pour lesquels nous pouvons véritablement dégager des dividendes. Quand cela ne tienne, il faut se poser la question sur la personne qui finance. Vous pensez que ce sont des projets qui doivent se réaliser simultanément ou ce sont des projets, il faudra privilégier le premier et après les seconds? Non, non, mais les projets sont là. Ils sont nombreux, ils sont même illimités. Il faut donc savoir faire la hiérarchie parce que les moyens sont limités. Et les problèmes sont illimités. Et voilà. C'est justement ça. Et alors, maintenant, parce que les moyens sont limités, il faut faire la hiérarchie. Il faut voir quel est le projet qui passe avant, lequel peut véritablement donner les effets d'amplification. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est de se dire, ah, mais les deux projets, est-ce que le gouvernement de la République est capable aujourd'hui de les financer? Qui se donne justement aujourd'hui la responsabilité de les financer? À ce moment-là, on peut bien répondre facilement à la question. Mais je dois vous avouer que les deux projets datent de longtemps. Que ce soit le port en eau profonde, c'est depuis les années 50. Ce projet a existé pendant la colonisation. Mais pourquoi depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à construire ce port en eau profonde? C'est une question de priorité. C'est une question de la vocation, de la volonté volontariste de ceux qui sont censés gérer la République. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus du port, du pont Kinshasa-Brazzaville, etc. Mais écoutez, il faut comprendre la géopolitique africaine. Aujourd'hui, l'Afrique a 5 régions. Vous avez le nord, et au nord, là, vous avez l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, etc. Mais dans chaque région, il y a ce que nous appelons, c'est pas la locomotive, qui véritablement a la responsabilité de drainer les autres vers une direction donnée. Et c'est l'Égypte, avec 315 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Lorsque vous allez au Sud, vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, le Botswana. Botswana, aujourd'hui, c'est un miracle économique. Vous avez des pays comme Namibie, etc. Donc, tous ces pays faisant commune forment le bloc du Sud. Mais il y a une locomotive, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est en train véritablement d'entraîner les autres pays pour qu'ils puissent prendre le cap. Et puis, lorsque vous êtes à l'Est, il y a un pays comme l'Éthiopie, vous avez la Tanzanie, vous avez le Kenya. Quand vous êtes au Kenya, vous êtes dans une partie, n'est-ce pas, des États-Unis. C'est très important. Et donc, tous ces pays-là faisant commune
forment le bloc de l'Est. Mais la locomotive et la puissance régionale, c'est l'Éthiopie, avec 287 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Lorsque vous êtes à l'Est, à l'Ouest, vous avez des pays comme le Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, etc. Tous ces pays satellitaires qui sont autour du Nigeria. Et le Nigeria aujourd'hui a 581 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Les TGV se trouvent déjà à Lagos. Le Nigeria a la responsabilité de drainer les autres autour d'un idéal commun pour avancer. Lorsque vous vous trouvez au centre, vous avez le pays comme Congo-Brazza, vous avez Congo-Kinshasa, vous avez la République centrafricaine, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, etc. Tous ces pays de l'Afrique centrale ont une locomotive, c'est Congo-Kinshasa. Et donc, le développement de Congo-Kinshasa doit entraîner d'autres pays africains de pouvoir s'engager résolument vers le développement. Le même pays en soi, qui devait être, comme vous dites, la locomotive, le reste, en soi n'a pas encore atteint vraiment le point de connectivité entre les provinces. Tout à fait, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes censés dire que le Congo-Kinshasa, qui est la locomotive en Afrique centrale, avec plus de 350 millions de consommateurs, vous savez, le Congo-Kinshasa n'a que 40 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Vous voyez l'écart entre toutes les locomotives et la République démocratique du Congo. C'est que très clairement, la République démocratique du Congo est à genoux. Vous pouvez faire un exercice, vous quittez le nord, vous avez l'Égypte, etc. Vous dites, écoutez, je suis en Afrique parce que l'Afrique est unique. Vous voulez aller vers le sud, mais vous devez passer par les centres. Et le centre, la locomotive, c'est le Congo-Kinshasa. Et donc le Congo-Kinshasa, quand vous arrivez véritablement vers le périmètre du Congo-Kinshasa, il n'y a plus de route. Donc vous ne pouvez plus quitter l'Égypte vers l'Afrique du Sud parce que vous êtes bloqué naturellement par Congo-Kinshasa. Moutandis, lorsque vous êtes au Nigeria, vous voulez aller vers l'Est, vers l'Éthiopie, vous quittez très bien, vous arrivez au centre, vous êtes bloqué. Il faut même voir la nature véritablement des régimes qui sont opérationnels en Afrique centrale, simplement parce que la locomotive n'arrive pas à donner l'exemple. Et donc, nous avons, de par nos potentialités, de par notre géographie, de par notre population, la vocation de drainer tous les pays satellitaires qui se trouvent au centre, de pouvoir avancer et booster véritablement le développement de l'Afrique. Mais le pays en soi doit d'abord commencer à se construire du point de vue intérieur pour booster toute l'économie de l'Afrique centrale. Bien entendu. Sinon, ça serait un problème. C'est un problème. C'est pourquoi je vous dis que le Congo-Kinshasa bloque le développement de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas véritablement être oxygénée aujourd'hui à cause du Congo-Kinshasa qui est très têtu dans le mal. Et puis, on a l'impression qu'il n'y a pas de génie, on a l'impression qu'il n'y a pas une grande capacité d'innovation, il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont politiques, qui voyagent dans les temps, 50 ans, 60 ans, 100 ans, et qui comprennent qu'en ayant tel délai, écoutez, le monde deviendra ceci, comportons-nous naturellement pour changer la situation. Écoutez, en 2035, le Congo aura, aujourd'hui, c'est 87 millions d'habitants. En 2035, donc d'ici là, dans 15 ans, on sera à 165 millions par estimation, bien entendu, mais sur base de calculs économétriques. Donc on sera à 165 millions d'habitants. En 2050, on sera à 220 millions d'habitants. En 2100, nous serons à 400 millions. Nous serons la capitale, Kinshasa, bien entendu, la plus peuplée. Pratiquement. Alors qu'est-ce qu'il faut que le Congo fasse pour traîner les autres pays au développement? Vous savez qu'il y a un partenariat aujourd'hui en Afrique. Les Africains sont en train véritablement de s'engager pour que le développement arrive. L'Afrique a trop traîné. C'est le continent problématique par excellence. Et on voudrait véritablement qu'on puisse booster l'Afrique. Mais il faut aider le Congo qui est à genoux. C'est la locomotive. On a toujours dit, Franck Fanon bien entendu, que l'Afrique a la forme de revolver et la gâchette se trouve au Congo. La gâchette ne fonctionne pas. La gâchette est moribonde. Il faut la relever. Mais pour la relever, il faut qu'il y ait des organisations panafricaines. Parmi les organisations panafricaines, vous avez le IA. Et la banque, vous avez la Banque africaine de développement. On s'inspire de quoi? On s'inspire de NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et ce nouveau partenariat a prévu un certain nombre de projets intégrateurs, de projets fédérateurs. Lorsque on veut désenclaver l'Afrique, lorsqu'on veut donner de la respiration en Afrique, il faut faire intervenir véritablement des projets intégrateurs. Vous avez vu, dans la lignée des projets intégrateurs,
le barrage d'Inga, qui a la capacité de 44 000 mégawatts. Et le Congo-Kinshasa lui-même, c'est 100 000 mégawatts. Et l'utilisation, c'est 1400 mégawatts. C'est comme ça qu'il y a le délestage, je devais dire, non seulement systémique, mais endémique. Et donc, on a intérêt aujourd'hui, au travers véritablement les institutions panafricaines qui voudraient que l'Afrique avance, qui a été le dindon de la farce pendant plusieurs années de notre histoire. Il faut que l'Afrique se mette debout. Et c'est pour cette raison... Restons dans les organismes panafricains. Vous savez, le Congo est presque partout dans les différentes commissions économiques régionales, mais nous ne le sentons pas. L'élite doit être fonctionnelle. L'élite congolaise est véritablement instrumentalisée, manipulée à souhait, paresseuse. Il n'y a pas d'élite. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes dans une société et que vous n'avez pas les gens qui ont la capacité de produire des grandes idées, qui transforment le pays, qui transforment le monde, et donc vous êtes censé véritablement aller vers le cimetière. Et c'est ça justement notre défaut. Comment pouvez-vous imaginer, lorsqu'on regarde le panier des différents projets intégrateurs de l'Afrique, au travers le NEPAD, qui est le nouveau partenaire pour le développement de l'Afrique, eh bien écoute, le pont Kinshasa-Brazzaville, c'est un pont qui est prévu dans ces prévisions-là. Écoutez, si la Banque africaine doit financer ces projets-là, cela n'exclut pas que le Congo puisse véritablement, avec ses propres moyens, ou à travers un partenariat public-privé, monter d'autres projets, comme le port à eau profonde, et supporter à travers son budget véritablement ces projets-là. Mais ici, nous sommes dans une situation où il y a un organisme panafricain, au regard des objectifs du désenclavement de l'Afrique, a prévu un projet. Lorsque vous êtes en Afrique centrale, et je vous l'avais dit, hein, nous sommes à plus de 350 consommateurs. Ça veut dire en fait le Congo qui est le centre d'intérêt. Quand je prends par exemple la Guinée équatoriale aujourd'hui, qui est parmi les 10 pays les plus nantis d'Afrique, c'est comme les territoires de l'Odja. Quand je prends par exemple le Rwanda, c'est 26 000 km², c'est comme les territoires de l'Omela. Quand je prends la République Sao Tomé Principe, c'est 10 fois la ville de Kinshasa, etc. Donc nous avons intérêt de nous organiser, de construire des partenariats qui nous permettent véritablement de rebondir. Et alors maintenant, si nous avons un pont entre Kinshasa et Brazzaville, ce n'est pas Kinshasa et Brazzaville. Quand vous arrivez à Brazzaville, vous pouvez progresser jusqu'à la République centrafricaine. Quand vous êtes à Brazzaville, vous pouvez aller jusqu'au Gabon, 2 millions de personnes. Quand vous êtes au Gabon, vous pouvez progresser jusqu'en Guinée équatoriale. Quand vous êtes en Guinée équatoriale, vous pouvez progresser jusqu'au Cameroun. Et donc, vous avez véritablement la possibilité... Les critiques sur le pont Kinshasa-Brazzaville sont-elles fondées ou pas? Ça sont des réflexions de personnes. Il y a des critiques qui sont fondées. Et généralement, lorsqu'on sait que bon, l'ONATRA produit en fait en termes de recettes, 90% de ces recettes proviennent véritablement du port de Matadi et de Boma. Et les gens estiment que lorsqu'il y a la route, à ce moment-là, tout va passer par Pointe-Noire, Brazzaville, etc. pour traverser vers Kinshasa. Oui, même en termes de demande, le nombre de demandeurs au Congo-Brazzaville et au Congo-RDC, c'est le Congo-RDC qui a plus de consommateurs que le Congo-Brazzaville. Bien entendu. Si nous sommes consommateurs, vous voyez, ce sont des principes économiques qu'il faut véritablement rendre opérationnels. Si nous sommes consommateurs, on fait comment? C'est que très clairement, il y aura des marchandises qui vont venir jusque chez nous. Il y a la douane. Il y a la douane. Nous allons faire véritablement des recettes. Écoutez, dans une étude, parce que j'ai travaillé comme consultant aussi à la Banque africaine de développement, il y a des études qui ont été faites, madame. Lorsque le marchandise arrive en Pointe-Noire, et vous savez, généralement, le port de Pointe-Noire a toujours été le port de transit. Et vous calculez le coût de transaction entre Pointe-Noire jusqu'à arriver à Boma, Matadi, etc. Et le coût de ce que peut représenter si la marchandise quittait Pointe-Noire, Brazzaville et traversait en Kinshasa, le coût de transaction Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa coûte horriblement cher que Pointe-Noire, Matadi ou Boma. C'est cela, et les gens véritablement ne sont pas intéressés par rapport à comptabiliser pratiquement toutes ces variables, madame. Il y a 3 C. 3 C aujourd'hui sur le plan économique. Il y a la compétitivité, il y a la connectivité et la conformité. Est-ce que le Congo est compétitif sur le marché intra-africain? Voilà, donc nous sommes victimes de notre propre turpitude. Nous devons travailler, quoi. Il faut que les gens se réveillent. Il faut sortir véritablement de ce semaine de mort.
Et il faut que les gens réfléchissent à la longueur des journées. Lorsque vous quittez Goma, vous entrez de Kizeni au Rwanda. Il n'y a qu'un seul service qui s'occupe véritablement de la douane, tous les frais y afférents, etc. Une sorte de guichet unique. Des guichets uniques. Mais allez chez nous. Lorsque vous êtes à Lufu, une partie de l'Angola, effectivement, nous avons une économie vulnérable, ça c'est évident. Mais les biens entrent, on pouvait véritablement donc renflouer nos caisses. Mais écoutez, allez à Matadi, qu'on vous dise combien d'argent Lufu, avec les échanges avec l'Angola, entre dans la caisse. Mais tout est volatilisé à 75%, madame. J'ai entendu un leader du Congo central qui était en train de dénoncer les différentes entreprises qui sont opérationnelles dans le Bas-Congo. Il y a même une entreprise pétrolière qui produit 370 millions de dollars, mais qui n'a versé pour le compte de la province que 200. C'est un problème de contrôle, l'efficacité du contrôle à l'égard de tous ces services. Il y a une complotation à différents niveaux d'atterrissage, mais il y a aussi une faiblesse au niveau de l'arrangement institutionnel et la vocation de pouvoir booster la République. C'est très important. Et regardez, tous ces services générateurs de recettes, c'est en proportion de combien? Prenez ton véhicule, tu vas aller dans le Bas-Congo. Vous allez traverser trop de péages. Ça fait combien d'argent que Foner regorge cet argent? Combien d'argent on verse dans les comptes de la province? Et l'argent qu'on verse, on en fait quoi? Si on peut bien avoir les ports en eau profonde, mais ça va profiter seulement aux individus. Moi, je pense qu'au lieu de poser un problème essentiellement de transport, il faut aller un peu plus loin au niveau de l'organisation de la République et de l'engagement que nous prenons naturellement pour changer notre pays. Nous y reviendrons, essayons de voir le niveau d'industrialisation entre les deux pays, le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC. Pensez-vous qu'avec ces niveaux d'industrialisation entre les deux pays, le pont Kinshasa-Brazzaville va permettre au commerce entre le pays africain d'atteindre le niveau d'expansion? Qu'est-ce qu'il y a d'industrialisation? Vous avez raison de pouvoir relayer ça. Quel est le niveau d'industrialisation? Vous savez qu'en 1960, le Congo-Kinshasa avait un revenu de 368 $ par habitant par an. Un pays à revenu intermédiaire, au même titre que le Canada, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud. Les gens quittaient l'Afrique du Sud pour venir se soigner en Galima, etc. Et Congo-Brazza, c'est combien? C'est dans les 90 $ par habitant par an. Aujourd'hui, nous avons connu plus de 2000 entreprises, les PME, les PMA. Madame, nous avons connu plus de 180 sociétés forestières opérationnelles. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Nous avons connu en 1960 44% de recettes en devises qui provenaient véritablement du secteur agricole. Donc le Congo central a été la province potentiellement bien aguerrie par rapport à cette problématique. Et aujourd'hui, on en est où? On en est où, madame? Donc, moi, sincèrement, je voudrais que le projet qui est pensé par la banque, il y a beaucoup d'experts qui véritablement y travaillent. Je pense que j'ai été consulté également par rapport à la dynamique. Et je sais que quand on conçoit un projet, on essaie d'évaluer les avantages et les désavantages. On met en place sur la table ce qu'on appelle les externalités positives et négatives. Il est très clair, madame, que ces projets qui se réalisent pour la construction d'une route rail, Kinshasa-Brazzaville, encore qu'il faut couvrir véritablement l'Afrique centrale dans son ensemble, ne se fera pas de manière unipolaire. Ça sera, il y aura d'autres activités, il y aura d'autres projets connexes. Parce qu'en réalité, la Banque africaine de développement prévoit d'améliorer le port de Kinshasa, d'améliorer le port de Matadi. Mais pourquoi pas commencer par la construction de ces ports en eau profonde? Ils préfèrent financer d'abord le port Kinshasa-Brazzaville. Mais madame, le port en eau profonde, oui, c'est un port interne, c'est national. Je vous ai dit que la Banque africaine de développement, c'est une banque panafricaine pour désenclaver l'Afrique. Toutes ces régions sont désenclavées, sauf véritablement l'Afrique centrale. Et la locomotive, c'est le Congo. Et donc, lorsqu'on voudrait que nous puissions avancer, eh qu'on commence par le Congo. Cela n'exclut pas que le gouvernement de la République, en complémentarité avec le gouvernement provincial du Congo central, s'organise dans la perspective de générer des ressources et de prioriser un certain nombre de projets. Restons dans les ressources. Vous ne voyez pas que la construction du pont Kinshasa-Brazzaville va baisser toutes les recettes de l'État? Mais écoutez, madame, en réalité, lorsqu'on touche à,
sache, il faut le savoir que A a des relations avec B, B a des relations avec C, et il y aura interaction dynamique. Si, par exemple, on délocalise les activités, dans l'hypothèse, parce que je vous ai dit que les coûts de transaction... C'est une problématique. Bien entendu. Les coûts de transaction, en tout cas, par rapport aux deux corridors, le corridor de Pointe-Noire, Boma-Matadi, c'est un corridor qui coûte moins cher que le corridor, n'est-ce pas, Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa. Tu vois? Alors, mais si dans l'hypothèse qu'il y a délocalisation des activités, mais on vous dit qu'il faut... Et le projet a la responsabilité de financer le secteur agricole pour diversifier les revenus. Le projet a la responsabilité également de financer les activités industrielles. Le projet a la responsabilité de financer les activités minières, les activités énergétiques. Comme nous avons un fleuve, comme nous avons des rivières, on va financer également la pêche, l'élevage, etc. Donc ce sont des activités connexes et qui vont générer véritablement des ressources compensatoires par rapport aux activités qui sont délocalisées. Et donc, il ne faudrait pas avoir une vision court-termiste pour accepter certaines choses simplement parce qu'on en a émotion. Écoute, combien de temps on a donné les originaires de gérer ces provinces, etc. On a fait quoi? Mais des localisations des activités dit aussi l'envoi d'une grande quantité de personnes au chômage. Oh là là. C'est-à-dire, vous voulez rendre il y a un problème de toute une conversion. province du Congo central une province de chemin parce que vous voulez la construction du pont Kinshasa-Brazzaville. Qui vous dit que le port de Matadi va mourir? Qui vous dit que le port de Boma va mourir? Il y aura toujours des transactions. Mais regardez, madame. Mais écoutez, le pont Kinshasa-Brazzaville n'a jamais existé. Où est-ce qu'on en est avec l'ONATRA? Où est-ce qu'on en est avec l'ONATRA? Ça veut dire que ça va encore enfoncer de plus l'ONATRA et le reste. Parce que les gens disent que non, voilà, l'ONATRA bénéficie 90% de ses recettes avec ces déports. OK. Alors maintenant, on a bénéficié de ces recettes. On en a fait quoi? Quelles ont été les allocations? Pourquoi on n'a pas restauré, on n'a pas fait rebondir l'ONATRA? Pourquoi l'ONATRA est aujourd'hui moribonde? Voyez, toutes ces questions questionnantes posent la problématique de la gouvernance dans notre pays. Et donc, ce n'est pas un problème sectoriel, ce n'est pas un problème bisectoriel, c'est un problème plurisectoriel. Et construire une vision systémique pour véritablement booster la République. Je ne pense pas. Si on délocalise les activités, il y a conversion véritablement dans cette activité. Mais comment se fera cette conversion? Parce que ça ne s'explique pas comment on délocalise certaines activités de l'autre côté et vous pensez qu'il y aura une compensation d'autres activités. Mais madame, je vous dis que le projet, je lis même les termes de référence. Il y a des gens qui en parlent sans avoir la maîtrise technique de ces questions questionnantes. Le projet prévoit une série d'activités. Le projet même prévoit une campagne de communication pour faire comprendre, pour faire une analyse coût-bénéfice et risque de ce que représente même la marge d'erreur. Bien entendu. Restons dans le projet, parlons des conditionnalités de la BAD dans le financement du pont Kinshasa-Brazzaville. Mais les conditionnalités... Parce que ça échappe presque tout le monde. Vous savez, madame, actuellement, il y a une évolution positive par rapport au financement, etc. Hier, ce sont des projets qui étaient financés de manière verticale, quoi. De manière verticale, on vient et la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Aujourd'hui, il y a une diversité des mécanismes de financement des projets, parmi lesquels vous avez le PPP, qu'on appelle le partenariat public-privé. La Banque africaine de développement va dans cette direction. C'est-à-dire, la banque apporte quoi et le Congo apporte quoi? Et alors, on met ensemble sous forme d'une synergie gagnante pour qu'on réalise véritablement le projet. Et que le paiement devra se faire autour, par exemple, de péage qui va être institué, etc. Et la banque devra véritablement soutirer mensuellement son argent. Ça, c'est une possibilité. Cela n'empêche pas au gouvernement de la République d'aller aussi vers la Banque mondiale, d'aller vers l'Union européenne, etc. pour dire, écoutez, moi j'ai besoin d'un port en eau profonde. Nous sommes dans un projet financé par une institution financière panafricaine, dont le Congo fait partie véritablement des actionnaires. Et ici, il y a une autre procédure. La procédure qui consiste à mettre en place des mécanismes de partenariat public-privé, où le Congo dispose de son espace, le Congo dispose de ses potentialités, mais il y a une institution financière qui s'interpose avec ses moyens et qui dit, je vais réaliser tel projet, mais à réaliser tel projet, ce projet aura des dividendes, et sur base de ces dividendes, je vais me faire payer. C'est comme ça que vous voyez, quand vous arrivez dans certains endroits, on vous dit, non, on a construit Congo Fleuve Hotel. Et qui a construit? Oh non, ce sont des étrangers. Mais c'est des étrangers comment?
peut-être qu'ils prennent 75%, ils donnent au Congo 25%, jusqu'à ce que leur dette va véritablement se terminer. C'est ça le partenariat public-privé. Et nous allons, dans cette direction-là, mettre en place ces projets-là qui permettra véritablement aux différents voisins du Congo de traverser le pont de Malebo pour venir chez nous, acheter nos histoires. On a tendance à dire, mais écoute, mais nous n'avons pas une industrialisation, mais nous n'avons pas de production. Ben arrêtez des conneries, quoi. Je viens de Goma. Combien il y a de pommes de terre? Regardez la viande et la viande. Moi, je suis allé à Douala ici. J'ai trouvé la chikwang. J'ai posé, mais comment la chikwang est arrivée ici? Eh bien, ce sont des femmes congolaises qui allaient véritablement vers Paris, etc., qui se sont arrêtées et qui ont fabriqué des chikwang et on en a fait une usine. Et quand vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Paris, vous avez la chikwang. Nous sommes à la fin de l'émission, nous espérons que vous serez encore notre invité prochain. Que diriez-vous aux téléspectateurs qui nous suivent de partout pour la construction du pont Kinshasa-Brazzaville, mais aussi au chef de l'État, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi, à l'égard de la construction du pont Kinshasa-Brazzaville? Le président Félix Tshisekedi a fait 38 ans à l'opposition. Il a mijoté des stratégies, une offre politique, où il estime que une fois cette offre politique rendue opérationnelle, le Congo peut se retrouver. Et c'est comme ça que dans son programme, c'est intitulé « Vaincre la pauvreté ». Écoutez, Congolais, on a vécu les émotions, on a vécu les passions. Lorsqu'il y a un problème, tout le monde veut réagir. C'est comme si on était tous agités. C'est vrai, on a connu une dictature perfectionnée. On a connu un régime qui nous a éloignés véritablement des règles de jeu. C'est vrai, c'est comme un chien, là. On l'a ligoté. Et lorsque on enlève la corde, il a tendance à s'agiter partout. Mais arrêtez, parce qu'on va aller loin. Il faut y mettre un minimum d'intelligence. Et l'intelligence politique. Le président Félix souhaiterait créer ce qu'on appelle des éléments structurants. Les éléments structurants, ce sont des éléments, des projets d'investissement qui ont un impact réel dans la société. Et on a besoin de partenaires, on a besoin de financiers. Et la banque se présente, il dit, OK, Congo, vous êtes locomotive en Afrique centrale, il faut être relié avec les autres pays. Nous mettons un pont. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse penser aussi à un port en eau profonde. Nous avons notre budget. Tout l'argent est volatilisé. Une étude a été faite. 75% des recettes générées sont volatilisées. Quelqu'un disait, l'ancien conseiller spécial du président contre la corruption, qu'il y a 15 milliards de dollars volatilisés chaque année. Et il y a un autre Premier ministre qui disait que si on bancarise, on aurait 20 milliards. Et un groupe de chercheurs que j'ai assisté à Accra me disait, lorsqu'on arrête la corruption en proportion de 30%, on peut générer, n'est-ce pas, un budget de 55 milliards l'année prochaine, l'année suivante. Donc, nous avons la possibilité, véritablement, de mettre notre pays debout, parce qu'il est à genoux aujourd'hui. Si nous organisons la gouvernance, encore qu'on laisse trop de pression inutile au président de la République, pour qu'il applique son programme. Et je crois que la perspective, c'est de dire que le Congo et les Congolais soient debout. Et le projet comme celui du pont en eau profonde, le projet comme celui de la construction d'une route rail Kinshasa-Brazzaville, c'est un projet qui devra véritablement provoquer des externalités positives parce que là, nous serons en face de 350 millions de consommateurs et nous devons nous organiser pour désenclaver la République. Parce qu'il est anormal, lorsque vous êtes au Sankourou, vous avez des ananas et il n'y a même pas une petite usine d'ananas ici pour produire même pas de route. Il n'y a pas de route sur le fleuve, le boulevard naturel jusqu'à Mbandaka. Et vous arrivez à Ngombe et c'est là que les poissons meurent de vieillesse. Il n'y a même pas un petit bateau industriel pour cueillir ces poissons et nous vivons des chinchards. Il faut arrêter. Il faut prendre conscience que le monde est en train de changer et qu'aujourd'hui, plus que jamais, toutes les puissances qui ont véritablement régenté l'humanité sont en train de chercher où sont les paresseux pour qu'on vienne et on nous recolonise. Et nous avons intérêt, par rapport à l'arrivée de Félix Tshisekedi, qui a mijoté autant d'années pour que le Congo avance, je pense que de lui donner l'opportunité. Arrêtons les sentiments tribalo-régionalistes, arrêtons ces sentiments passionnels, mais qui ne tiennent pas compte véritablement d'une analyse conséquente pour prendre une décision. C'est la fin de l'émission. Vous avez compris, les analyses viennent de partout. Certaines sont passionnées, d'autres sont basées sur les théories économiques. Tel était le cas aujourd'hui parce que nous avons réussi un expert aux questions de développement. Construisons d'abord notre pays car nous avons que ça
nous n'avons pas un autre État, nous avons que la République démocratique du Congo. Et le reste viendra, je pense qu'après, la construction du pont Kinshasa, Brazzaville n'est pas un mauvais projet, mais privilégions d'abord à court terme la connectivité de nos différentes provinces à l'intérieur du pays afin que nous soyons compétitifs, notre cher beau pays, au commerce intra-africain. Au revoir et à un nouveau numéro.